bonjour, bienvenue à tous et à tous, et à toutes, ou à tous directement, pour cette journée de clôture de la semaine de bruit de langue et en général, et la journée d'études ici aujourd'hui à l'Espace Mendès France en particulier, qui se terminera par une performance d'Olivia Rosenthal, accompagnée d'Eric Abygakis à la guitare. Voilà. Cette journée est en partenariat avec le Lieu Multiple, pour la performance qui clôt la journée est en partenariat avec le Lieu Multiple. Et moi, je voulais adresser, mais je pense que je ne suis pas le seul, un merci et un grand bravo aux étudiants et aux étudiantes qui ont présenté toute la semaine, qui ont accompagné les auteurs et les autrices, qui ont travaillé sur les échanges, traduit des textes, etc. J'ai trouvé ça super. Et il faut vraiment les remercier et on peut les applaudir. Bon, je triche un peu, je n'ai pas assisté à toutes les... Je suis arrivé un mercredi matin, mais je me suis bien renseigné, c'était quand même super, même les 2 premiers jours où je n'étais pas là. Voilà. Donc on va introduire cette journée d'études. La première chose qu'on doit faire, c'est excuser Anne-Cécile Guibard, qui traverse un moment difficile, vient de perdre un proche et nous a demandé de l'excuser. Elle pensait même venir dans la salle, donc pensée chaleureuse à Cécile Guibard également. Voilà. Et on va commencer. Alors, cette journée est inscrite sous le signe de la latence, cher Julien Roux, et de la création. Alors, c'est une journée d'études. Il y a un certain nombre d'auteurs et d'autrices qui participent à cette journée. Certaines sont là, d'autres, on va parler de leur travail sans qu'elles soient là. Enfin, ça, c'est pour moi, mais j'ai longuement échangé avec l'autrice avant. Alors, dans certains travaux dont on va parler, il y a latence. Peut-être pas 100%, 70%, 60%, c'est comme le chocolat, quoi. Et puis, il y en a d'autres travaux qui ont moins de latence, et puis d'autres sont latence free. Voilà. Donc, je précise ça au départ. Qu'est-ce que j'ai oublié? Encore rien. Voilà. Et Julien Roux va plutôt axer son intervention d'introduction sur la question de la latence, puisque c'est le sujet de la journée d'études et du laboratoire cette année. L'année dernière, c'était intermédialité, c'est ça? Voilà. Et cette année, c'est la latence et tu es le responsable de ça. Voilà. Et moi, je vous parlerai un petit peu de recherche et création, parce que c'est l'autre volet de la journée d'études en introduction. Tu veux commencer sur la latence et j'enchaîne sur la recherche et la création? C'est bon? C'est bon, c'est parfait, merci. Oui, vous présentez un peu cette notion qui peut paraître a priori assez conceptuelle ou aride ou énigmatique, qui nous intéresse, alors que moi qui m'intéresse parce que j'ai fait ma thèse sur les points de suspension, que je définis comme un idéogramme du latent, c'est-à-dire qui est un signe capable dans la langue de faire apparaître que quelque chose peut apparaître, donc d'indiquer la présence d'une absence, mais une présence possible aussi, une présence possible ailleurs, plus tard. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse un peu plus largement, c'est m'extraire des points de suspension, parce que bon, ça reste un peu restreint quand même, et plus largement, ce qui pourrait être une poétique du latent, et même une politique du latent, et même peut-être un imaginaire aussi du latent, qui pourrait se résumer ainsi: comment faire apparaître que quelque chose est susceptible d'apparaître. Et alors, depuis quelques années, ça fait aussi l'objet d'un travail collectif au séminaire MIT. On dit MIT ou MIT. MIT, c'est pour le côté acronyme français. MIT pour le côté un peu plus funky américain. Donc, ça veut dire médialité, intermédialité, transmédialité. Et au cours de ces séminaires, donc, la notion a été investie différemment en fonction du domaine de spécialité des collègues, et notamment en rapport avec tous les arts de l'image et de la scène. Et il a été beaucoup question d'images latentes, de survivance ou de hantise, par exemple. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui un peu plus, c'est du côté de la création, du côté du langage littéraire. Et alors, dire quelques mots de cette notion pour en préciser, pour en esquisser un peu les contours, essayer de la problématiser pour éviter d'en faire un concept un peu mou ou une notion un peu facile, faussement séduisante.
Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est peut-être distinguer la latence du virtuel, puisque la latence, ce n'est pas uniquement ce qui est caché, ce n'est pas uniquement ce qui est dissimulé, il y a toujours l'idée d'un processus en cours. Dans toutes les acceptions courantes du terme, on a cette idée de processus en cours. Donc il est question par exemple de temps de latence en informatique ou de période de latence d'une maladie ou également dans la terminologie freudienne en fait, de la période de latence sexuelle. À chaque fois, il y a cette idée d'un processus invisible, mais d'un processus en cours, d'une métamorphose possible. Donc la latence suppose une forme d'infraprésence, mais une infraprésence tendue vers une actualisation possible. Ce qui fait que, il me semble, la notion intéresse une sorte de poétique des commencements possibles. Et dans le même temps, la latence, c'est un peu, si on veut aussi, l'envers positif de la trace, au sens où la trace indique que quelque chose subsiste encore, mais sous une forme un peu dégradée, sous une forme de vestige, alors que, donc la trace est un peu la prédilection du mélancolique, si on veut, alors que la latence indique que quelque chose n'existe pas, ou n'existe pas encore, ou n'existe pas encore complètement. Prédisposition possible de l'optimiste, si on veut. Et puis, autre spécificité avec la latence, il y a l'existence de quelque chose qui peut arriver, mais qui n'est pas complètement certaine non plus. Donc, il faut distinguer la latence de l'imminence. Si on veut, la latence, c'est un peu une imminence au conditionnel. Quelque chose peut advenir ou non. Donc, ça implique la possibilité aussi d'une non-manifestation, et ça peut engager sur le chemin de la déception, de la frustration ou de la colère, peut-être. Avec le latent, on peut faire l'histoire des choses jamais complètement advenues. À l'image de la menace, aussi, si on veut, qui, même si elle n'est pas mise à exécution, reste toujours là, existe, indépendamment voilà, de sa réalisation. Donc, essayer d'articuler l'idée d'un non-encore et d'un déjà là, que quelque chose avance masqué et semble sur le point de poindre. Et on voit bien, selon cette acception, à quel point ça peut intéresser une dimension poétique et politique dans cette tentative pour penser la présence, mais la présence sous une forme essentiellement prospective et intempestive. C'est ça qui m'intéresse aussi, je trouve, c'est la latence implique un effet présence, mais aussi dynamique, puisque là, ça repose sur d'hypothétiques apparitions ou jaillissements. Ça peut aussi impliquer une dimension rétrospective, puisqu'il est plus facile d'appréhender l'existence d'un phénomène latent à l'aune de sa réalisation postérieure. Et donc, se poser voilà, comme dans la période de latence d'une maladie. En fait, on comprend rétrospectivement qu'il y avait dans une forme d'apophésie pour prédire l'existence d'un événement qui a eu lieu, que la maladie était déjà en germe. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est à quoi pourrait ressembler une poétique du latent dans la littérature, depuis peut-être des phénomènes très micro-textuels comme voilà, il y a des signes, donc les points de suspension, mais peut-être des figures aussi comme l'allusion ou la réticence, jusqu'aux phénomènes plus macro-textuels comme la latence comme moteur du récit. On va chercher à retrouver les éléments qui étaient là sans pour autant apparaître, toutes les origines du drame, ou les ressorts latents de la catastrophe. Donc comprendre rétrospectivement ce qui avait déjà commencé, qui peut être un moteur du récit aussi. Et puis il me semble qu'il y a une dimension politique intéressante, d'abord au regard d'un sentiment de latence que l'on pourrait éprouver, un imaginaire qui va se manifester dans ce paradoxe d'un présent frénétique et figé en même temps. Ça, c'est Armand Rosa qui disait ça en 2010. Et même Paul Virilio avant lui, qui parlait d'une immobilité fulgurante. Et on peut aussi penser à François Hartog, l'historien, qui a théorisé le présentisme qui est, selon lui, l'idée d'une accélération accélérée dans une vie sociale en désagrégation, d'un présent qui ne bouge pas, qui reste sur lui-même. Et donc toute cette idée-là qui génère le sentiment d'une crise perpétuelle, en fait, d'une crise sans fin, que l'on connaîtrait, que l'on traverserait, et donc aussi un sentiment d'inertie. Et j'aime bien le mot inertie parce qu'on peut faire jouer les deux facettes du mot. À la fois, c'est inerte, ça ne bouge pas, immobilité, et en même temps, l'inertie, c'est aussi un mouvement inéluctable et sur lequel on n'a pas de prise. Donc on peut penser ce mot-là selon les deux acceptions, de mouvement inertiel aussi, qui nous amène inéluctablement à la catastrophe.
Et donc, face à ce sentiment de latence, face à ce constat-là, il peut y avoir des réactions possibles. On peut s'intéresser à tout ce qui existerait en puissance, un peu comme dans l'utopie ou dans la dystopie. Penser toutes les formes que peut prendre un désir de présence, sensible peut-être dans la façon d'essayer d'ouvrir des brèches, de tenter des échappées, de créer d'autres espaces-temps un peu plus marginaux, un peu asynchrones ou disjointés. Et il me semble que cet espace-temps des commencements possibles est un lieu que la littérature peut investir. Et c'est ce qu'on va essayer d'interroger aujourd'hui, à la lumière des œuvres des autrices invitées. Et voilà, en essayant de le questionner à la fois sur un plan poétique et politique, voir si ça fait écho ou non dans les œuvres des autrices invitées, comme tu l'as dit, Jean-Charles, dans les thématiques déployées, ou même à un niveau plus restreint, comment ça peut se traduire, comment ça peut prendre corps dans la langue. Donc c'est un peu voilà, l'idée de cette notion et de la façon dont on peut théoriser aujourd'hui cette approche. Je te laisse... Ouais. Merci Julien. Alors moi j'ai la lourde charge d'introduire la question de la recherche et de la création. Alors, Julien a axé la journée d'études sur le versant, j'allais dire, littéraire, création littéraire. Moi, je me permettrais de non pas d'étendre, mais d'englober le littéraire dans l'artistique. Voilà, de parler de création dans le champ littéraire et artistique, parce que ça... Il y a quand même beaucoup de liens, évidemment, et puis aussi, c'est de l'endroit d'où je parle. Donc, je ne peux parler que de l'endroit d'où je parle, qui est celui d'Arcis dans le champ de l'art contemporain et d'auteur dans le champ de la littérature. Et c'est de cet endroit-là dont je vais parler. Je vais parler de cet endroit-là, mais aussi parce que c'est cette histoire-là qui m'a formé. Avant d'arriver à l'université de Poitiers et à publier des livres, j'ai longtemps été essayiste et critique d'art dans le champ de l'art contemporain, et c'est comme ça que j'en suis venu à faire ce que je fais aujourd'hui. Et c'est à partir de ce point de vue-là que je vais juste introduire cette notion de recherche et de création. La recherche et la création, on pourrait l'aborder sous un angle presque, j'ai envie de dire, tarte à la crème, stéréotypé, qui consisterait à dire oui, il y a toujours de la recherche dans l'art et dans la création, parce qu'on essaye, c'est de la chimie au début, on essaie de voir si telle couleur va avec telle autre, si tel support papier, si telle épaisseur, si tel format trouve des points d'articulation avec tel autre. Et là, on est dans l'aspect laboratoire de la chose. C'est pas de ça dont je vais vous parler, parce que non seulement c'est tarte à la crème, mais j'ai envie de dire que cette logique-là, même si certains et certaines pourraient encore en parler aujourd'hui, je veux dire, elle fonctionne jusqu'à un certain point de l'histoire de l'art et de la littérature, qui est le point finalement qui est clôturé dans l'histoire de l'art occidental par la succession des ismes, des modernismes, c'est-à-dire ces phases de recherche en art où une avant-garde, pour reprendre les termes dans lesquels ces mouvements se présentaient au début du XXe siècle, dans le sens où une avant-garde tend vers une logique de la table rase, de la tabula rasa par rapport aux énoncés précédents, et de trouver du nouveau, pour prendre les vieilleries poétiques et théoriques d'Arthur Rimbaud, des poètes, trouver du nouveau toujours. Et cette logique d'une succession comme ça dans l'histoire d'un médium, de la photographie, de la peinture, de la poésie, de la danse, de la photographie, de la gravure, où on se positionne exclusivement finalement dans un axe diachronique par rapport à ce qui s'était fait avant, ce qui fait dire à nombreux intervenants dans une école d'art, oui, quand on fait la visite d'atelier des étudiantes de 4e, 5e année qui préparent leur diplôme, mais est-ce que tu as vu ce qu'a fait machine ou machin en 1927 et demi, etc. Et il me semble que depuis quelques années, voire décennies, cette approche de l'art et de la création ne sont plus du tout valables, opérationnelles, pour une raison à la fois simple et complexe. C'est que
non seulement cette logique de succession d'ismes, suprématisme, modernisme, minimalisme, conceptualisme, etc. On dit plutôt art conceptuel que conceptualisme, mais je schématise un petit peu, est arrivé à une fin naturelle à un moment donné où on ne faisait que répéter la mort de la recherche, de l'exploration du médium qui était arrivé au bout une fois qu'on a exploré tous les possibles de la peinture, tous les possibles de la photographie, et on y est très vite arrivé, ne pouvait s'énoncer que l'impossibilité d'aller au-delà de ce qu'on avait trouvé jusqu'à maintenant. Donc l'histoire de l'art et de la littérature, alors la littérature, on peut le situer si on reste sur la littérature française dans les années, fin des années 40, début des années 50, peut-être un tout petit peu jusqu'au début des années 60, avec les représentants et représentantes de l'école qu'on a appelée un peu hâtivement l'école du nouveau roman, par exemple Nathalie Sarraute, Alain Aubrier, qui ne recrier La jalousie, le roman qui ne peut mettre qu'en abîme, qui est un roman qu'on est en train de lire et qui a, parce que le personnage est mort, parce que l'histoire, on les a toutes racontées, et parce que surtout les formes possibles de récit ont toutes été explorées, épuisées, et on ne peut que reproduire leur impossibilité. Et ce moment de l'histoire de l'art et de la littérature, et vous avez exactement les mêmes mouvements dans l'histoire des arts dits plastiques ou visuels, ou de l'art en général. Quand on est dans l'art contemporain, on pense artiste et art, et quand on sort, il faut préciser, parce qu'il y a la danse, il y a la musique, etc. Mais les artistes de l'art contemporain ont toujours tendance à imaginer qu'il n'y a que elles qui sont artistes. Bon, bref. Enfin, qu'on peut nommer artistes. Mais la logique est la même dans les années 60, de cette logique d'épuisement. On a le moment où tout a été dit et où on n'énonce plus que les formes vides de tout autre contenu que cette impossibilité à se dire et à s'énoncer. Donc à partir de là, il y a deux postures se sont opposées. Enfin, il y a plusieurs postures, mais il y a eu deux grandes tendances. Il y a la tendance, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui aurait du sens? À chercher qu'est-ce qui peut constituer un enjeu. Comme je formule souvent, qu'est-ce qui peut constituer un enjeu aujourd'hui, ici, maintenant, dans le champ des arts en général, ou la posture qui consiste à rester sur un perpétuel énoncé donc de tout a été dit, ou ce qu'on a appelé un peu le postmodernisme, qui est de revisiter des vieilles formes et voir si éventuellement elles ne pourraient pas dire quelque chose aujourd'hui. Et il y a cet angle-là qui a été pris par dans de nombreuses filiations artistiques. Il y a aussi une autre filiation qui s'est dit, oui, mais tout a été dit ou énoncé dans ce médium-là, mais est-ce que qui a décidé que seul ce médium-là était apte à interroger le monde, à représenter ou pouvait faire sens? C'est la question que sont d'abord posées de nombreux artistes dans le champ des arts visuels, c'est qu'à un moment donné, oui, on a peut-être tout dit avec tel médium, mais déjà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres médiums possibles? Première question de base, c'est pourquoi ce serait toujours les médiums nobles, la sculpture, la peinture? Est-ce qu'on ne peut pas représenter autrement autre chose? Et puis avec d'autres outils, avec d'autres médiums, avec d'autres formes, avec d'autres matériaux que les matériaux traditionnels? C'est la première question. Et puis surtout, est-ce que l'art a toujours la même chose à dire? C'est-à-dire, est-ce qu'on reste éternellement dans cette modernité que moi aujourd'hui j'appelle toujours une fausse modernité, qui est énoncée par Baudelaire? Alors là, ça peut faire hérisser les poils sur la tête de certains et certaines, parce que Baudelaire est le premier à avoir employé le terme moderne dans son article Le peintre de la vie moderne. Mais dans Le peintre de la vie moderne, ce qu'énonce Baudelaire, c'est finalement quelque chose d'ultra académique qui dit, en gros, en substance, que il y a toujours l'éternel même contenu, noyau dur de l'art à dire, et c'est simplement l'enveloppe titillante, les formes de la mode, de la morale et de la passion, je reprends ces termes, qui changent, qui sont ceux de l'époque dans laquelle on s'inscrit, qu'on utilise pour appréhender toujours ce même contenu à dire. Donc on est là face à, et là on entre dans une espèce de rapport paradoxal à l'art qui est: le monde continuerait d'être en perpétuelle mutation, les conditions d'existence, d'être, continueraient d'évoluer, de changer, d'évoluer dans le sens de se modifier, d'être autre.
mais l'art ne bougerait pas. Et puis toutes les autres formes de connaissance du monde, si l'art en est une, évolueraient, l'astrophysique, la médecine, etc. Et puis là, on resterait grosso modo à jongler avec la théorie des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu, l'explication du monde par le seul visuel et par l'interprétation de signes, alors qu'à côté, on en est déjà à voir que le monde s'explique non seulement par des choses qui vont bien au-delà du visible, mais aussi par des calculs qui dépassent la logique du visible. Et tout d'un coup, l'art se retrouverait comme une espèce de moyen de connaissance hyper naïf, c'est un peu Mickey au pays de la science, quoi. Et puis face à des évolutions qui nous diraient beaucoup plus de choses sur le monde. Et puis, dans cette même logique, ce que je dis souvent aux étudiants, aux étudiantes quand je commence mes cours, donc désolé pour la répétition pour celles et ceux qui sont là, mais aussi, au début de cette histoire de l'art qui essaye de perdurer au milieu de ces mutations, il y a aussi l'idée que longtemps, l'art, la littérature ont été les seuls moyens de connaissance du monde, d'interrogation du monde. Mais à partir du moment où les sciences appliquées, les sciences humaines commencent à se développer, eh bien, petit à petit, l'évolution de ces sciences humaines et sciences appliquées ont progressivement dépossédé les aires, ce qu'on pourrait appeler les aires de compétences du champ de l'art. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez apprendre des choses sur l'histoire ou sur la psychologie, vous n'allez plus lire Flaubert ou Don Quichotte ou Marguerite de Navarre. Vous allez vous adresser à des spécialistes, évidemment. Donc on en revient à cette idée qu'à un moment donné, qu'est-ce qui reste à dire à l'art et à la littérature ? Donc c'est là qu'intervient le terme de la notion de recherche, parce que la première notion, la première recherche évidente à faire quand on est artiste, écrivain, écrivaine aujourd'hui, enfin depuis le début, la fin des avant-gardes, d'une certaine manière, historique des années 60, ou si on veut être sympa et de manière plus radicale, les avant-gardes historiques des années 10-20 du siècle précédent. La première question, c'est qu'est-ce qui peut constituer un enjeu littéraire et artistique aujourd'hui ? Qu'est-ce qui peut faire sens aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est pertinent ? Et à ce moment-là, en amont de la création, vous vous lancez dans des tonnes et des tonnes de recherches. C'est-à-dire, vous vous renseignez sur... déjà, vous percevez le monde, ce qui fait problème, là où l'art ou la littérature, dans leurs moyens, pourrait intervenir, là où pourrait-elle intervenir, en ce sens, intervenir à des endroits d'être et de pensée et de pratique qui ne sont pas occupés ou travaillés par d'autres formes d'interrogation du monde, d'autres formes de représentation. Et à ce moment-là, la deuxième question que vous vous posez, c'est comment, par quels moyens, avec quelle approche, avec quels outils, avec quels matériaux je peux appréhender ces questions, ces objets qui semblent pertinents aujourd'hui. Et d'une certaine manière, cette approche permet de sortir radicalement et en toute décontraction de la fameuse logique « tout a été dit » et surtout du diktat d'une histoire de l'art et de la littérature qui reste dans l'inscription d'une histoire médiuminique, j'ai envie de dire. Et donc aussi de sortir de l'axe diachronique pour entrer dans un axe synchronique, c'est-à-dire un axe où on se pose la question du sens ici et maintenant. Ce qui veut dire aussi, ce qui remet en question, et j'en terminerai là, ça remet radicalement en question non seulement l'histoire du « tout a été dit », non seulement l'histoire de l'art et la littérature ont toujours la même chose à dire, mais ensuite, ça remet aussi en question l'idée très simple qu'une œuvre, quelle qu'elle soit, j'aime pas le mot œuvre, je préfère le terme, à la limite même artwork, anglais, qui est anglophone, qui insiste sur la notion de travail, sur la question de work, travailler. Mais en France, j'emploie le mot œuvre avec 12 000 guillemets. Je trouve que ce mot est impropre. Et justement, s'il y a bien un mot contemporain, c'est le mot œuvre, et qui est très loin des processus, puisque l'œuvre, c'est un peu la chose figée qu'on regarde comme ça. Mais ce qui est mis à mal dans cette nouvelle, on va dire, condition de l'art et de la recherche artistique et littéraire, c'est tout simplement l'idée qu'une œuvre,
au sens ancien ou un artwork aujourd'hui, est lisible, perceptible partout, de tout temps. Donc déjà l'universalisme, déjà c'est une idée souvent critiquable depuis bien longtemps parce que l'art universel ça a été énoncé en Occident et l'art universel c'était plutôt pour les occidentaux et les occidentales. Et puis surtout, il y a des œuvres qui font sens à un temps, dans un temps, une époque donnée, à un endroit donné, et plus tard, plus. Vous voyez, aujourd'hui, si on prend des peintures de la Renaissance qui étaient exposées, qui ont été faites pour transmettre l'idéologie ou le récit biblique dans des églises, c'est évident que quand vous la voyez aujourd'hui, vous êtes tenté de ne vous accrocher qu'à oui, la logique du bleu chez Giotto, enfin le bleu chez Giotto, le rouge, le drapé chez Mantegna, chez tous ces peintres-là, et vous vous intéressez finalement à quelque chose qui est une part congrue de l'œuvre en évitant, en finalement zappant ce qui faisait le sens général de l'œuvre. Et c'est pareil pour notre époque. Je conclurai sur un exemple classique. Lorsque l'artiste américain, perçu comme sculpteur encore, il était encore dans le jeu de la sculpture, s'appelle Dan Flavin, qui est mort il y a peu de temps aux États-Unis, qui est connu pour ses sculptures en néon. On le disait, mais lorsque les néons seront plus disponibles dans les, je sais pas, au BHV en France, que c'était lors d'une exposition en France qu'il avait dit ça, si mes souvenirs sont bons, qu'est-ce qui restera de Dan Flavin lorsqu'on ne pourra plus restaurer les œuvres de Dan Flavin ou changer les tubes de néon? Il dira, mon œuvre, elle a pris du sens dans cette société-là, à cette époque-là, et bien, à un moment donné, elle s'éteindra. Voilà. Et c'est sur cette perspective à la fois triste de la mort des œuvres, mais du renouveau des autres, que je vous laisse. Mais après, je vais vous déprimer un peu plus, je vous promets. Donc nous allons enchaîner avec Stéphane Bicalo. Peut-être je vais vous le présenter, non? Et Julien Roux. Et Olivia aussi. Et Olivia qui... Oui, parce que tu ne vas pas te cacher comme ça. Voilà. Et Olivia Rosenthal, autrice, performeuse invitée de la semaine de Bruit de langue que vous avez vu, entendu, écouté, et que d'autres, des lycées, des établissements scolaires ont vu et entendu, qui est très fatiguée. C'est sa dernière journée. Merci Olivia pour ce long périple marathon qui n'est pas fini, puisque ce soir, vous avez une performance avec Monsieur Abécassis. Alors, on avait annoncé le futur dans l'éloge des bâtards. Forcément, quand on annonce quelque chose, on ne le suit pas totalement. C'était l'idée d'avoir une sorte de point d'entrée formel pour évoquer la latence dans l'œuvre d'Olivia Rosenthal. Alors, on va vous dire pourquoi. Mais quand on avait ce titre, c'était avant que sorte Une femme sur le fil. Enfin, avant qu'on le lise, en tout cas. Et donc, œuvre où la latence est centrale. Hein, je cite le fragment... Non, pas fragment, tu veux pas. Le numéro 243. Entre 2010 et 2014, Jana Nalani, une vidéaste iranienne, a placé un appareil photo sur la carlingue d'un avion à bord duquel elle a survolé à plusieurs reprises le désert jordanien. À très haute altitude et à vitesse constante, les sites qu'elle a photographiés dessinent sur le sable des enclos, des lignes, des lettres inconnues, des formes géométriques intrigantes. C'est une citation ensuite, avec guillemets. Vu du ciel, le paysage lui-même devient une plaque photographique sur laquelle une image latente se révèle. 244. L'un des objectifs de ce livre est d'interroger ceux et celles qui prennent de la hauteur, alpinistes, trapézistes, cordistes et funambules, de restituer leurs paroles et peut-être aussi de révéler les images latentes qui me hantent. Alors la latence dans Une femme sur le fil, dans ces images latentes, on a énormément d'éléments. On en a discuté lors des entretiens de lundi et à l'université d'hier au bavardage. Les gymnastes suspendus dans un entre-deux, la suspension de jugement, le scepticisme qui clôt c'est le numéro 1000, hein, je suis sceptique. Tout ce qui concerne aussi le fait d'être sur la brèche, sur le fil, Julien y reviendra sur cette brèche, c'est le numéro 328. Et puis tout ce qu'on a évoqué, surtout hier avec Lucial, sur le caché, le non dévoilé. Alors, on pourrait se dire parfait, Olivia Rosenthal est parfaitement dans la journée d'études, sauf que, fragment 306, et là je ne veux pas créer de conflit entre vous, mais il y a cette phrase, je n'ai pas les points de suspension. Donc ça, on pourra peut-être y revenir en fin de journée. Mais avant de passer la parole à Julien, ouais, c'est un choc. Non, je ne lui avais pas dit avant d'ailleurs. 2 mots sur Éloge des bâtards, parce que Julien va s'appuyer en partie sur Éloge des bâtards, et puis moi je reviendrai aussi après.
Alors, ce roman raconte un petit groupe, comment un petit groupe se forme peu à peu, se raconte de nuit en nuit. D'ailleurs, le livre est structuré en nuits, 5 nuits, jusqu'à de se décider de se nommer les bâtards. Je cite, page 307, Éloge des bâtards. Les bâtards, voilà ce que nous sommes, voilà qui nous sommes, pardon. Nous sommes les bâtards, les agents du désordre, les petits malins, les clandestins, les équivoques, les insaisissables, les coriaces et les indomptables. Et les membres de ce groupe, en plus de se confier nuit après nuit, à tour de rôle, de confier leur origine bâtarde, sont unis par des actions clandestines destinées à empêcher la disparition complète de notre ville. C'était une citation. Ces actions, elles sont listées à la fin des chapitres des nuits, et elles structurent, je ne veux pas en dire plus, mais elles ont servi de structuration à Archipel des bâtards, la performance qu'on verra ce soir, hein, qu'il est... Enfin bref, voilà. Donc ces actions, c'est des choses du type, page 85, on saturerait la ville de signes invisibles. Ou, page 136, on a déambulé dans la ville en portant des bâillons sur la bouche. Alors tout ça, c'est pas du tout au futur, et moi je croyais que c'était au futur. Parce que j'avais vu Archipel des bâtards, et ça m'a été confirmé hier, les restaurants pendant Bruit de Langue ont du bon. Toutes ces phrases-là qui sont au passé, à l'imparfait, au conditionnel, sont a priori mis au futur dans Archipel des bâtards, alors que dans Éloge des bâtards, donc le roman, le futur n'intervient, mais c'est révélateur, significatif qu'à la fin, dans le dernier fragment, page 321-322, on perd l'italique, qui était bon, voilà. La voix devient plus collective, c'est le moment où les bâtards se forment, et on passe au futur. Donc le futur, dans cette fin de roman, projette plus nettement vers un avenir probable et collectif. Hein. Il est lié à la naissance des bâtards, je le redis, à cette énergie collective de la révolte. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, dans Éloge des bâtards, mais je voulais ensuite laisser la parole à Julien pour reparler différemment de ça avant 3 ans. Tu sais qu'il y avait plein d'auteurs qui détestaient les points de suspension. Je me souviens de Mallarmé ou de Claudel, qui disaient qu'il les haïssait. Il y a un rapport très, très affectif à la ponctuation et à ce signe en particulier. Je me souviens même d'un éditeur qui, agacé de recevoir des manuscrits de jeunes auteurs truffés de points de suspension, disait que c'était un peu comme l'acné du jeune écrivain. Toutes sortes de métaphores comme ça intéressantes. Mais on pourra en reparler si tu veux. Mais là, l'idée, c'était plutôt effectivement de repartir d'Éloge des bâtards et peut-être d'abord de la dimension possiblement dystopique ou utopique de l'œuvre, qui n'est pas souvent évoquée. Enfin, c'est ce qu'on se disait avec Stéphane à propos d'Éloge des bâtards, et de faire un lien avec la question des affects, ou de l'empathie, ou même de la télépathie, puisque c'est aussi un enjeu. Alors, je fais un petit laïus un peu pour problématiser et développer un peu cette idée-là, à partir du point de vue qu'avec l'utopie, et peut-être même encore plus avec la dystopie, on est dans l'évocation de tout ce qui existe en puissance, dans le présent. Donc ça serait peut-être l'exploitation de tout ce qui est déjà là, mais non encore advenu, en fait. Et peut-être plus avec la dystopie qu'avec l'utopie. Et puis, il y a plusieurs attitudes possibles par rapport à ça, par rapport à l'anticipation politique en général, ou même à la révolution. Est-ce qu'il y a plusieurs options philosophiques, l'espoir, la mélancolie, le désespoir. Et on peut partir du concept de principe-espérance, forgé par un philosophe allemand qui s'appelle Ernst Bloch, et qui lui fait un parallèle entre le non encore conscient et le non encore devenu, qui doit toujours poindre à l'horizon, dit-il. Et donc il établit un parallèle et vraiment il affirme en fait l'idée qu'il faut absolument maintenir l'existence d'une révolution de l'avenir, ce qu'il appelle... C'est un impératif pour lui parce que l'homme est un être de désir et qu'il a besoin d'utopie, il a besoin de forger des utopies et qu'il faut donc maintenir à tout prix ce principe espérance. Par rapport à ça, Hannah Arendt, dans un texte qui s'appelle Politique et Révolution, c'est un entretien en fait, s'appuie sur la pensée du philosophe allemand, mais elle ne semble pas complètement y adhérer et au principe espérance, elle oppose l'idée d'un curieux désespoir qui serait inséparable des mouvements et des élans révolutionnaires. Et elle nous dit, comme si tous les participants étaient d'avance convaincus que leur mouvement sera écrasé et qu'ils seraient réduits à espérer simplement être au moins eux-mêmes les instigateurs de leur propre défaite. Donc, bon, ambition mesurée, mais c'est un sentiment, le curieux désespoir qui peut exister à l'état latent et qui serait à même d'affleurer à chaque instant ou d'infuser les esprits.
Et j'ai découvert hier, grâce à Stéphane, un texte de Bernard Noël qui parle aussi du désespoir et qui dit que le désespoir pourrait apparaître comme un moteur de l'insurrection, mais pour lui, c'est un piège. C'est assez fallacieux parce que, au fait, le désespoir est essentiellement explosif et qu'il se réprime facilement. Il dit que ça donne lieu à des jacqueries qu'on peut facilement réprimer. Voilà, alors on peut considérer que tous ces sentiments, ces affects recèlent des possibles en devenir, mais qu'ils ont aussi peut-être la capacité à produire des imaginaires qui seraient à même de donner corps à toutes ces errances révolutionnaires. Et là, je pourrais évoquer aussi un ouvrage paru en 2016 qui s'appelle « La mélancolie de gauche » d'Enzo Traverso, qui est un bel essai, et qui fait de la mélancolie l'un des traits caractéristiques de la pensée et de l'être de gauche. Et il dit « La tristesse et le deuil, le sentiment écrasant de l'échec, des amis et des camarades perdus, des occasions ratées, des acquis détruits, du bonheur volé, ont accompagné l'histoire du socialisme depuis ses débuts, comme la doublure dialectique de l'extase révolutionnaire où tout devient possible. » Et donc, en exhumant cette tradition cachée, il se propose de renverser les attributions traditionnelles de cet affect. En fait, la mélancolie qui est toujours une forme, soit parfois un peu esthétisée, où il y a une forme de complaisance. On peut se complaire dans la mélancolie aussi, ou ça peut être un affect un peu réactionnaire parfois. Donc, de renverser un peu cette représentation traditionnelle pour faire le pari de l'affect mélancolique. Et loin de mener à la résignation, pour lui, ça peut nourrir l'espoir. En fait, le mélancolique de gauche a conscience de tous les ratés et de toutes les défaites, mais il a gardé aussi quelques idées sur cet horizon collectif qui n'a pas perdu tout son éclat pour autant. Donc il nous dit que la mélancolie devient l'un des affects de la révolution, de l'action révolutionnaire, parce qu'elle contient, peut-être à l'état encore latent, tous les possibles émancipateurs. Donc voilà, la question que je voulais te poser, c'est la question des affects, en lien avec cette dimension prospective, avec ce futur anticipé. Comment on les mobilise? Pourquoi? Quel rôle on peut donner à l'empathie? C'est assez présent, il me semble, dans Éloge des bâtards. C'est peut-être un des ressorts quand même importants, qui se distribue peut-être différemment selon les personnages. Et peut-être aussi plus directement comment toi, tu te positionnes entre espoir, mélancolie ou désespoir. Merci pour cette présentation qui fait beaucoup réfléchir. Mais là, je ne sais pas si je vais savoir répondre à ta question. Bon, on va dire que l'avantage d'un texte littéraire, c'est qu'on peut y croiser des affects différents. Comme tu dis, les personnages de ce récit sont mus par différents sentiments. Donc je pense que, par exemple, la colère et la mélancolie sont présentes, sont distribuées en fait entre les différents personnages, qui évitent de choisir justement sa position par rapport à ce que tu décris comme la question du rapport entre le sentiment et la révolution. Enfin, donc ça évite de répondre à ta question, de dire que c'est distribué dans le texte entre les différents protagonistes. Et après, sur la question du... Alors, j'ai envie de dire que ce livre, Éloge des bâtards, en fait, je ne pense pas que ce soit une dystopie ou une utopie. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de vivre dans plein d'endroits différents du monde. Peut-être pas ici et maintenant, mais en fait, quand je décris le lieu, par exemple, où ces personnages sont censés intervenir, donc ils interviennent, ils essayent de produire des actions dans une ville qui n'est plus à dimension humaine. Et en fait, ces villes, elles existent, peut-être pas ici en Europe, mais en fait, il y en a plein des villes comme ça, par exemple en Asie. Et donc déjà, ce côté un peu dystopique me paraît pas... Enfin, j'ai le sentiment que si on voyage dans le monde, on est déjà dans une dystopie généralisée. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est pas un livre dystopique, c'est un livre du présent qui sera peut-être, comme tu l'as dit très bien, Jean-Charles, dépassé bientôt, parce que voilà, les modes d'existence changent. Mais j'ai ce sentiment-là. Donc voilà, ça c'est juste pour dire quelque chose par rapport au cadre dans lequel se situe ce texte, et effectivement où la ville n'est pas nommée, etc. Donc on pourrait imaginer qu'on est dans un monde de demain, mais pour moi c'est déjà un monde d'aujourd'hui. Et après, dire que ce qui anime ces personnages est donc, on va dire, la condition de la révolution, mais c'est une révolution minuscule. Aussi,
c'est une révolution qui ne se fait que localement. C'est pas un livre sur la révolution, c'est vraiment un livre sur les actions locales. De ce point de vue-là, il n'y a pas une ambition, tu vois, de faire bouger le monde comme ça dans ce livre, mais c'est vraiment ça m'intéresse le minuscule en fait. Ce qui m'intéresse, c'est les petits collectifs. Ce qui m'intéresse, c'est les petites choses. Donc je me dis, il peut y avoir des petites révolutions, comme il y a des herbes folles et non pas des forêts. Enfin, on est vraiment dans ce registre de l'herbe folle et pas du tout dans la... Voilà. Et dans ce monde-là, qui est donc très minuscule et qui concerne un collectif très petit, tu parles de l'empathie. Alors je trouve très intéressant parce qu'effectivement, c'est la condition même de l'exercice collectif. Mais en même temps, quand on est empathique, ça devient plus trop possible d'être collectif parce qu'en fait, on prend tellement en charge les affects des autres que ça nous affaiblit. Donc c'est aussi cette histoire de jusqu'à quel point on peut être empathique et jusqu'à quel point cette empathie devient une faiblesse. Et en fait, c'est plutôt l'histoire des faiblesses que j'ai envie de raconter que l'histoire des forces. Et dans ce groupe, donc ils vont passer par la parole justement pour essayer de fabriquer le collectif en se disant que l'empathie est la condition même de la circulation en fait je sais pas comment dire, des histoires entre eux, et que si on ne fait pas circuler des choses les uns avec les autres, alors il n'y a pas de collectif qui est possible. Mais un des personnages qui, lui, est plus qu'empathique, qui est télépathique, comme tu as dit, c'est-à-dire qu'il est capable de lire dans la pensée des autres, il se rend bien compte que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir à double tranchant, et qu'en fait, voilà, l'idée aussi, c'est que si on entre trop en relation avec l'autre, on fait disparaître son altérité, on met en danger donc aussi le collectif. Et en vrai, à titre tout à fait personnel, je ne devrais pas le dire, mais j'ai beaucoup de mal avec les collectifs en vérité. Donc c'est pour ça que je raconte cette chose. C'est très compliqué, je trouve, le collectif, justement en raison du rapport empathique que je peux entretenir avec mes interlocuteurs, qui fait que c'est très fatigant et qu'au bout d'un moment, si on a 2, ça va, mais si on a 3, ça devient compliqué. 4, 5, 6, 20, 30, c'est plus possible en fait. Donc, du coup, j'ai envie de te dire que peut-être, finalement, donc je dis une chose et son contraire, mais ça, je suis désolée. Hein, peut-être que si on veut aller jusqu'à une activité collective et ou révolutionnaire, il ne faut pas être trop empathique. Je pense que le dogmatisme a du bon dans ce... Mais je ne suis pas capable d'y accéder. Donc je raconte ça, je raconte ce livre, parce que du coup, j'essaye d'imaginer ce qui pourrait se passer si on formait tous et toutes des petits collectifs, tout petits, et que, mais s'il y en avait plein, peut-être ça pourrait fabriquer quelque chose. Mais je suis plutôt dans cette logique. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à ta question. C'est parfait. Mais au début, il y a cette belle idée quand même qui veut qu'avec le partage de leur intimité, etc., parce qu'ils font des opérations de sabotage un peu dans la ville, ils ont du mal à s'organiser, ils sont quand même ils sont 9, c'est un petit collectif, mais quand même, et qui vont pouvoir mieux s'organiser, en fait, mieux se fédérer et agir de façon révolutionnaire à leur échelle, mais plus efficacement. Oui. C'est quand même l'idée au départ qui nourrit le... Oui, c'est aussi l'idée que, on en parlait un petit peu aussi hier, c'est aussi l'idée que si on veut agir, il faut parler. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais enfin, je veux dire, j'y crois, moi, comme une condition d'activité, de possibilité. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui est en jeu. Après, comme je n'ai pas, vous avez bien compris, je n'ai pas une activité révolutionnaire. Donc il faudrait parler à ceux vraiment qui sont dans les ZAD, qui agissent, etc. Mais donc à l'échelle qui est la mienne, qui est plutôt une échelle littéraire, j'ai tendance à penser que en tout cas dans ce groupe, c'est la parole, et même la parole intime, qui est la condition même de l'exercice collectif. C'est un peu ça le credo de ce livre, avec une sorte, donc aussi l'éloge des bâtards, c'est-à-dire un éloge de la parole, comme la condition de la constitution même du groupe. Alors qu'on pourrait tout à fait imaginer que pour former un collectif efficace, il vaut mieux ne pas trop connaître les histoires des uns et des autres, que c'est plus efficace. Mais j'ai
un petit doute avec l'idée d'efficacité, comme je le montre dans Une femme sur le fil. Donc peut-être que je pense que c'est pas qu'ils sont plus efficaces, mais ils sont plus justes s'ils se parlent les uns avec les autres. Après, peut-être ils sont moins efficaces finalement, mais ça, voilà. Excusez-moi, hein, là je crée un... Non. Ah oui, oui. Il y a un motif aussi que je trouve assez joli, qui revient assez souvent par rapport à la question de l'émergence et de la façon dont on peut rendre visible ou lisible les choses non encore advenues, sans vouloir faire une obsession. Mais voilà, c'est la question de la brèche. Il est beaucoup question d'ouvrir des brèches, de démarches obliques aussi. Il y a toujours cette idée un peu d'obliquité. Et on a des lieux qui matérialisent aussi ça, en fait, des lieux qui sont à la fois, tu parles beaucoup de friches, j'aime bien le motif de la friche, qui est convoqué à la fois au sens premier, celui de terrain vague et donc de terrain des possibles, mais aussi il y a un emploi métaphorique. À un moment, le mot friche représente le passé des personnages, qui est décrit comme une friche, comme une sorte de chronotope, comme on dirait, voilà, d'espace-temps un peu latent, de lieu marginal, un peu hors du temps aussi. Donc c'est toute la question en fait de la dimension temporelle par rapport à ce récit-là. Comment parfois, qu'on retrouve beaucoup dans la théorie philosophique aussi sur le discours révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il faut déjouer la linéarité du temps pour pouvoir ouvrir un moment des axes paradigmatiques virtuels en fait, et donc de trouver des brèches, des failles. Donc je ne sais pas si ça c'est quelque chose aussi qui t'a travaillé. Oui, oui, les chemins de traverse, ouais. C'est vraiment déterminant, j'ai envie de dire, à la fois thématiquement dans le livre, puisque ça raconte comment des personnages essayent de construire des petits ponts, d'ouvrir des nouveaux chemins, parce qu'en fait, le point de départ du livre, c'est une passerelle qui a été détruite dans la ville, et une passerelle qui permettait le passage d'un quartier à un autre, et où on a estimé que c'était plus nécessaire, donc on a détruit cette passerelle, et donc leur boulot, au fond, c'est de trouver des moyens de rétablir les liens entre des différents lieux qui sinon seraient séparés, et donc d'ouvrir comme ça des chemins un peu clandestins. Donc du point de vue, j'ai envie de dire presque thématique, c'est presque leur action principale, comme tu dis, de dessiner de nouveaux chemins qui vont contrer les chemins principaux, c'est-à-dire les routes à 4 voies, etc. Donc d'essayer de dégager des endroits alternatifs, en fait, qui permettent de passer d'un endroit à un autre, je veux dire au sens vraiment très, très, terre à terre. Mais aussi, j'ai envie de dire que c'est un peu ma pratique littéraire depuis assez longtemps, et ça continue dans Une femme sur le fil, c'est aussi cette idée qu'on ne peut pas aller d'un endroit à un autre par la ligne droite. Je dis, rien de plus stérile qu'une droite, je ne sais pas quel est le numéro de ça, c'est dans Une femme sur le fil. Et finalement, je peux même dire que la ligne droite n'existe pas, sauf en mathématiques, puisque quand on marche, en fait, on ne marche pas droit, on met un pied à gauche, un pied à droite. Même si on va droit, on est de part et d'autre d'une ligne. Donc, c'est aussi l'idée que quand on écrit et on suit un fil qui n'est jamais un fil droit, que voilà, on est obligé de passer par les côtés, on pratique la bifurcation, la digression. Donc c'est vraiment aussi, c'est pas seulement un thème du livre, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, une pratique d'écriture, cette idée que oui, on passe par le côté, on tourne autour, et voilà, je crois pas, justement, même si dans le livre Une femme sur le fil, on est censé atteindre une cible puisqu'on va jusqu'à 1000, en fait, je crois pas que, en vérité, on touche l'endroit, mais on est toujours obligé de tourner autour de plein de manières différentes. Et donc, c'est comme ça que même j'envisage aussi l'écriture. Ah, j'ai plein de questions, mais vas-y. Non, mais je sais pas, parce qu'après, moi, j'allais revenir vers le futur. C'est le moment ou pas? Tu vas revenir sur le futur? C'est trop tôt. On n'a pas eu le temps beaucoup de se concerter, voilà, mais on peut. C'est pas grave. Il faut rester dans la dans le moment, voilà, dans l'improvisation. T'as beaucoup d'idées quand même sur le sabotage. Il y a plein de choses qui sont proposées. C'est assez. Faudra le découvrir dans le livre. Mais il y a vraiment plein de très très bonnes idées, belles idées, poétiques aussi.
En fait, on se disait qu'on constituerait peut-être une petite bibliothèque du sabotage en littérature, au-delà qui met en scène des personnages qui pratiquent la désobéissance civile. Et ce livre pourrait entrer en bonne place. Je pensais à Édouard Dabé aussi, avec le gang de la clé à molette, qui serait un peu... Voilà, ou Partout le feu d'Hélène Lorrain, plus récemment aussi, chez Verdier, ou Le monologue du Nou de Bernard Noël, dont tu parlais aussi. Et autour de cette idée de sabotage, d'incubation, de la révolte, de la contagion, même tu disais c'est des petites révolutions, mais finalement c'est peut-être uniquement comme ça que ça peut vraiment se passer, en fait, à l'échelle un peu individuelle, microscopique, des petits sabotages quotidiens, sachant que je crois que saboter, au départ, ça vient du sabot, c'est ralentir. Je crois que quand on sabote, on a des sabots, on marche lentement, donc c'est aussi un peu freiner. Je parlais de la temporalité et du présent frénétique. Donc ouais, voilà, peut-être autour de ce motif du sabotage et de la façon dont la métaphore du virus aussi peut intervenir, le virus qu'on ne voit pas et qui pourtant agit et dont les conséquences seront perceptibles ultérieurement. Oui, alors je me suis beaucoup amusée à réfléchir à effectivement des actions de sabotage qui sont parfois... Alors l'avantage de la littérature, c'est qu'on peut en imaginer, dont on peut douter de leur réalisation, parce qu'il y en a qui sont vraiment très difficiles à réaliser, parce que ça exigerait vraiment justement d'être beaucoup plus que 9 personnes pour le faire, mais c'est des personnages qui réalisent certaines de leurs actions, mais aussi qui en rêvent beaucoup d'autres, et que c'est ça aussi qui est en jeu dans le livre, c'est que tu parlais de l'utopie, du désir, que pour agir, il faut aussi rêver, quoi, parce que sinon... Donc, ils sont... et ce rêve, c'est un rêve de parole aussi, c'est-à-dire que ça consiste à nommer les actions. Donc, moi, c'est ce que je fais, mais je nomme ce qu'eux sont censés avoir pensé. Mais cette histoire d'être dans la capacité de décrire l'action et de la nommer, ça fait partie, on va dire, déjà du sabotage... Mais tu vois, ça sabote les esprits au sens où ça met dans la tête des gens, justement, cette histoire de virus, que, ah ben, on pourrait faire ça, ah oui, et puis on pourrait aussi faire ça, et puis on pourrait faire ça. Et à force d'en ajouter, on finit par trouver, c'est comme un brainstorming, quoi, on finit par trouver ce sabotage qui serait réalisable, sachant que dans tous ces sabotages, il y en a plein qui ne sont pas réalisables, mais il y en a quelques-uns, ah ouais, celui-là, ça on va pouvoir le faire. Donc ils sont tout le temps en train de discuter de ça aussi. Ah ça, il y a ça, il y a ça, ah oui. Et donc moi, je réfléchissais comme ça. Je me suis vraiment... ça a pris beaucoup de temps de trouver toutes ces actions, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans le texte. Et ça rythme, en fait, le livre, parce que ce n'est pas le point central, en fait, en même temps. Il n'y a pas de point central aussi. C'est ce truc, peut-être que c'est ça aussi, ce truc révolutionnaire, c'est qu'on sort de la centralité. Et le livre, d'ailleurs, il a un peu dérouté les lecteurs parce qu'il y en a qui attendaient justement un livre sur la Révolution. Finalement, ils avaient un livre sur des histoires de bâtards, de famille, etc. Et puis il y avait ceux qui voulaient des histoires de famille. Puis finalement, ils avaient un truc sur les actions. Donc finalement, ça parle de quoi en fait, ce livre ? Je pense que c'est aussi cette histoire que c'est toujours décentré, que c'est jamais que le sujet n'est jamais défini comme. Et que c'est toujours de balancer entre des univers complètement différents, et donc voilà, d'être dans des récits de familles rompues, et en même temps d'être dans cette histoire de sabotage, sachant que moi, l'idée c'est que je vais lier les deux, bien sûr, mais quand même, en tout cas par rapport à cette histoire de sabotage, j'aime bien. Moi, je savais pas que c'était l'idée de ralentir. Je trouve ça assez joli par rapport aussi à ces entreprises révolutionnaires. C'est effectivement le contraire de l'accélération. Est-ce que c'est possible, même tu vois, là par exemple dans une ville comme ça qui est décrite dans le livre, est-ce que c'est possible de trouver des endroits où on marche ? Il y a plein de villes du monde où on ne peut pas marcher en fait. On ne peut plus marcher. Mais bon, là nous on parle d'un monde qui est très loin, parce qu'en Europe on peut marcher partout. Je ne crois pas qu'il y ait des villes européennes où on ne marche pas. Mais en tout cas, voilà, il y a des villes où on ne marche pas. Donc eux, une des activités, c'est de dégager des endroits où ils pourraient circuler en marchant. C'est aussi bête que ça, quoi. Et c'est une forme de sabotage, parce que ça fait ralentir. Donc je ne connaissais pas cette histoire de ralentir, ça me plaît beaucoup. On aurait pu en lire des fragments, mais sinon on dit plutôt rendez-vous ce soir.
Bah oui, parce que alors c'est drôle ce que tu as dit au début, parce que donc ce soir c'est vraiment une adaptation du livre qui quand même il est fait 350 pages, donc alors que le spectacle de ce soir il dure 55 minutes. Et en fait les gens qui ont lu le livre vont pas forcément reconnaître ce qu'ils ont lu, même si tout ce que je dis tout ce que je raconte là-bas, c'est dans le livre. Sauf que là aussi, c'est par rapport à la centralité. C'est que souvent des histoires racontées par des personnages à l'intérieur d'autres histoires, qui sont donc plutôt des histoires secondaires, et qui peut-être dans la lecture passent un peu à l'as, au sens où voilà, ça passe vite. Et en fait, dans le spectacle, vraiment, on a choisi justement ces histoires secondaires, parce qu'elles nous envoient dans des univers complètement différents les uns des autres, dans des pays différents, et ça nous plaisait de travailler sur ce qui est pas, comment dirais-je, ce qui est pas central, ce qui est encore moins central. Donc je crois que ça ressemble pas au livre tout à fait, même s'il y a les actions à cause de ce que je vous explique là, puisque en fait le livre c'est des personnages qui parlent en fait, et puis il y en a qui racontent leurs histoires, mais ils racontent l'histoire de quelqu'un qui leur a raconté l'histoire de voilà. C'est un truc de la littérature depuis les origines, à savoir que c'est quoi aussi la littérature, c'est quelqu'un qui raconte une histoire que quelqu'un lui a raconté, que quelqu'un lui a raconté, que quelqu'un lui a raconté. Donc c'est tout ce truc de délégation de parole. Et moi j'avais envie de faire un bouquin comme ça. J'avais envie de faire un bouquin sur un peu à la manière du Décaméron. Bon, bref. Et pourquoi je vous racontais ça? Ah oui, et ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit au début, c'est que donc, dans ce spectacle, il y a aussi les actions qui viennent rythmer exactement comme dans le livre le spectacle, mais j'ai changé des choses, donc ça je peux me le permettre, parce que comme c'est moi qui ai écrit, j'ai le droit de changer mon propre texte, c'est pratique. Et donc, ce que j'ai changé, c'est les temps, par rapport à ce que tu disais. Parce que dans le livre, les actions sont au passé ou au présent. Non, pas au présent. Au passé composé, ou à l'imparfait, ou au futur, ou au conditionnel. C'est-à-dire que ça raconte quelque chose sur... Il y a des choses qu'on a faites. C'est aussi l'idée de faire que le sabotage, il a eu lieu, puisqu'il y a des choses au passé, mais que peut-être il pourrait avoir lieu, mais ça c'est impossible, ou qu'il va avoir lieu. Enfin, c'est toute cette variation possible des actions. C'est-à-dire il y a des actions qu'on a faites, il y a des actions qu'on va faire, il y a des actions qu'on pourrait faire. Et c'est ça le livre aussi, c'est que voilà, ça construit cet espace-là, qui est un espace réel et possible. Alors que dans le spectacle, j'ai choisi de travailler beaucoup plus sur le futur, enfin de créer un effet de régularité, parce que c'est un truc sonore aussi de faire revenir une chose sous la même forme, sinon c'était trop compliqué en fait. Le livre est assez complexe quand même, et alors là si on faisait ça au spectacle, je pense qu'on perdait. Donc c'est aussi pour simplifier, enfin c'est aussi pour créer un effet régulier de retour d'une chose sous la même forme, et qui est cette fois-ci tourné vers le futur, parce que voilà, le futur c'est la nuit suivante, et voilà, on essaye d'ouvrir à chaque fois un nouvel espace. C'est pour ça qu'on a utilisé le futur. Je ne sais pas si c'est très clair pour ceux qui ne connaissent pas du tout le livre, mais enfin voilà, c'est pour créer du suspense. Et alors, merci pour Éloge des bâtards. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Une femme sur le fil, il y a plusieurs paragraphes, on en parlait un petit peu, sur le temps, en particulier sur le futur. Avec le 669, par exemple, on n'écrit pas les romans au futur, mais plutôt au présent ou au passé. Ou 670, le futur abolit le suspense, donne au narrateur le rôle d'un observateur surpuissant, capable de résoudre les problèmes, de fournir les résultats, de connaître, de deviner, de décrypter, de dénouer, d'accomplir. 689, bien qu'on écrive rarement les romans au futur, les voyants et les cartomanciennes l'utilisent pour que leurs clients se projettent dans l'avenir et remuent ciel et terre dans l'espoir ou la crainte de le faire advenir. 690, écrire au futur relève de la magie. 691, à titre personnel, j'ai rarement envie de souscrire à une phrase écrite ou prononcée au futur qui m'apparaît comme un commandement. Le futur est à mes yeux suspect, sans doute parce qu'il m'intimide. Et puis, là, j'ai pas le fragment, mais la page 110, toute phrase au futur joue presque comme un impératif.
Alors moi, ça m'intéressait ça parce que je trouve que c'était un peu contradictoire avec ce que le futur tel que je l'entendais dans Éloge des bâtards et que tu viens de commenter. Peut-être aussi différent de choses. On a parlé de révolution par herbe folle, des choses comme ça. Je pensais à des futurs qui sont pas des futurs synthétiques, mais périphrastiques, du type, où le présent, le futur proche, l'insurrection qui vient, à ce type de futur-là. Et j'ai découvert un texte qui a pas mal résonné avec ma lecture et d'Éloge des bâtards et d'une femme sur le fil, qui s'appelle Les désordres imaginaires de Mariette Navarro. Petit spoil, ça pourrait être l'autrice invitée de l'année prochaine, parce que vraiment, je suis très emballé. Et autrice de théâtre surtout, et dans cette pièce qui est sortie chez Quartet en 2020, elle évoque un groupe d'artistes, une mobilisation de rue avec un président qui ressemble fortement à notre président actuel. Et ces artistes, ce gouvernement a décidé d'interdire l'usage du futur dans les textes écrits. Donc je lis cette page 51 de cette pièce-là, Les désordres imaginaires. Nous avons eu l'idée d'étendre les dispositifs de surveillance à tout artiste ou citoyen qui aurait une vision du présent, mais surtout du futur, incompatible avec la vôtre. La vôtre, c'est le président en l'occurrence. Nous avons mis par exemple au point un logiciel qui repère dans les textes en cours d'écriture toute utilisation du futur de l'indicatif. C'est assez simple. On peut l'installer à distance sur les ordinateurs des artistes ou citoyens en charge de produire des fictions visant à être rendues publiques. Au bout de 3 futurs de l'indicatif, une petite alerte retentit de notre côté, une petite lettre d'avertissement est envoyée, puis une amende, et au bout de 10, on considère qu'il y a provocation entre votre vision du futur et c'est l'emprisonnement. Qu'est-ce que tu penses de ça ? J'adore. Je ne sais pas si c'est en contradiction, parce que le futur dans Éloge des bâtards, c'est pas le mien. C'est le futur de ceux qui projettent quelque chose. C'est pas moi qui parle, enfin, je veux dire. Bien sûr que c'est moi qui parle, mais alors que ce que je dis dans le futur, c'est quand les narrateurs et auteurs prennent la parole et disent il va y avoir ça, il va se passer ça. C'est un truc de pouvoir magique. Donc c'est pas le même. Enfin, il me semble que c'est pas le même futur que celui qui est dans l'éloge des bâtards, qui est plutôt un futur comme un espoir, enfin comme un... Oui, c'est ça, comme une proposition. On va faire ça, quoi. C'est l'insurrection qui vient. On va faire ça, on va faire ci, on va... Voilà. Qui est là une ouverture. Alors que quand tu énonces en tant que narrateur omniscient quelque chose au futur, tu sais que ça va avoir lieu. Donc c'est ce que j'appelle l'impératif. Ça ferme le possible, finalement. De manière un peu contradictoire, mais tu vois ce que je veux dire ? Donc je pense que c'est pas le même endroit d'énonciation. Et que dans le livre, l'énonciation de ces choses au futur, c'est la manière dont ils essayent de s'auto-convaincre aussi. C'est espèce de... Oui, c'est magique, mais à leur endroit. C'est comme ça qu'on utilise le futur, sachant que tout futur est possiblement mis en danger par... il n'y a aucun futur qui est sûr, aucun. Enfin, dans notre vie, aucun futur. On peut tout énoncer au futur, mais on est sûr que c'est pas sûr. Alors que quand on est un écrivain et qu'on écrit « il fera ceci, tel personnage », là, on est sûr qu'on peut le faire. C'est d'ailleurs pour ça, peut-être, que certains deviennent écrivains. Il y a un pouvoir, il y a une maîtrise absolue sur le destin des personnages, et que ça, peut-être que c'est un plaisir fou. Mais moi, je ne sais pas, parce que j'ai assez peu de personnages dans mes livres, mais je veux dire que si on écrit des récits comme ça, dont la fabrication est prévue et où on sait comment ça va finir, il y a quand même une satisfaction énorme à pouvoir contrôler absolument tout ce qui va advenir, quoi. Ça, il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est possible. Ce qui m'a intéressé, puis Julien, dans son introduction, évoquait comme ça la différence avec le conditionnel. On voit bien ce qu'on appelle parfois irréel ou potentiel. Alors on l'utilise pour conditionnel passé, conditionnel présent, mais là, ça fonctionne assez bien pour conditionnel futur, en fait. Quelque chose du côté de l'irréel, qui est le conditionnel, et du potentiel, qui est le futur. Parce que, effectivement, le locuteur envisage, ici on est dans un contexte un peu de lutte, cette alternative comme suffisamment probable pour se battre pour elle.
Voilà. Je pensais à la fois à ce fragment punk de Une femme sur le fil, Nos futurs, que tu reprends, 698, et puis enfin, c'est lié d'ailleurs, parce que dans la chanson des Sex Pistols, c'est lié à Thatcher et aux There is no alternative. Enfin voilà, c'est une espèce de comment à un moment on a ce double slogan. J'ai l'impression que tu voulais réagir là-dessus. Non, en fait, je me fais la remarque que parfois le conditionnel est presque plus sûr et actuel que le futur, au sens où quand les enfants jouent et qu'ils disent on dirait qu'on était des... Oui. Et cette capacité à engendrer en fait que peut avoir le conditionnel que n'a pas forcément le futur. Il y a un livre de Régis Geoffrey, mais je ne sais plus lequel, qui est entièrement au conditionnel. Je crois que c'est Clémence Picot, il me semble. Et c'est très, très, très déroutant de lire un livre au conditionnel. Il n'y en a pas beaucoup qui écrivent les livres au conditionnel. Et c'est vraiment un truc justement sur... D'ailleurs, on ne sait même pas ce qu'on lit au sens de... Parce que quand on lit, on essaye aussi de croire à l'univers qui est décrit comme un univers alternatif, enfin, qui existe à cet endroit. Mais là, comme c'est au conditionnel, on est hyper dérouté, et on n'a plus du tout de point d'accroche. Et c'est vraiment une expérience de lecture. En plus, je crois que c'est un de ces très gros livres. Il fait 450 pages. Bon, c'est un vieux livre, hein, et voilà, il y a cette histoire du potentiel, mais qui est si potentiel qu'on n'a plus rien à quoi s'accrocher. J'avais trouvé que c'était une expérience de lecture assez forte, un petit peu fatigante, hein, parce qu'évidemment on n'a rien, on peut s'accrocher à rien, mais ouais, une expérience de pensée presque. On est pas mal en retard, on va devoir conclure, c'est dommage, mais enfin, en tout cas moi, pour moi. J'espère pour vous. Non, ça va, on n'est pas en retard. C'était 11h. Ah bah ça va. Ah mais génial. Alors, donc effectivement, ce qui me paraissait intéressant, c'est cette idée du décalage entre la surpuissance du côté du point de vue et cette dimension d'injonction, mais l'injonction à soi-même du côté de la lutte révolutionnaire. Alors je pensais je revenais, parce que déjà j'ai des idées fixes, et puis l'idée comme j'ai ouvert le Festival Bruit de Langue avec le monologue du nous, je voulais le reciter comme ça, dans le monologue du nous, parce que c'est quand même très proche, c'est deux textes très proches, c'est avec des petits groupes qui se forment, qui sont des petits nous, des petites poches de nous, comme ça. Où il est question, donc c'est page 85 du monologue du nous, la phrase c'est « Nous n'avons le choix qu'entre la guerre et la soumission ». Alors je mettrais bien le futur du côté de la guerre, je vais plutôt dire de révolution, parce que guerre en plus c'est... Voilà, bref, c'est très utilisé par d'autres. Donc de cette révolution latente, mais envisagée comme possible. Et j'avais envie de conclure, parce que des fois on se fait des petits plaisirs quand on est une journée d'études. Et puis avec Lucien, on avait parlé plusieurs fois finalement les deux rencontres, mais on n'en a pas beaucoup parlé du moment où dans Une femme sur le fil, tu évoques le fait de défiler pendant la réforme des retraites. Ah oui. Et donc moi j'ai une petite chanson que j'aime bien. Là c'est vraiment une surprise qu'il nous fait. Hein. Non mais elle est connue, hein, mais bon. Il y a un futur dedans, c'est ça ma justification. Il y a une dimension féministe aussi, donc... Tu sais ce que c'est ? Allez, juste... Le prochain son, c'est une reprise, faut toujours en faire une. Du coup, ça remonte à 95. On va chanter tous ensemble, machin, tout ça. Ok, allez. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. Voilà, donc je vous conseille les Vulves Assassines, en concert plutôt, parce que voilà, bon, on a France. Sans que vous voulez pas que j'arrête.
C'était juste pour le futur. On s'est battu pour oui, se battra oui. pour- Mais quand même, quand on voit ça, en même temps, c'est un peu comique, non, parce que moi, j'ai défilé aussi pour la retraite à 60 ans, et je me disais, mais jamais j'aurais cru un jour que je serais dans la rue en train de crier pour ma retraite, quoi. Il y a un truc un peu... Non, enfin, moi, je trouve qu'il y a un effet très bizarre du rapport à ça, comme si la retraite devenait un objectif révolutionnaire, quoi. Tu vois, c'est quand même très, 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 très bizarre. Mais j'y adhère, mais Oui. c'est ça que... Il y a un truc un peu... Je sais pas, il y a un truc un peu dystopique en même temps, non, dans ça? Tu veux Il y a- dire que c'est tu vas moi arrêter qui- d'écrire à 60 ans, c'est ça? Comment? Tu veux dire que tu vas arrêter d'écrire à 60 ans? Non, mais moi, je suis... Non, c'est... Là, on est dans l'empathie, du coup. Non, mais moi, j'ai un autre boulot, donc... tu vois, l'autre boulot, je peux peut-être l'arrêter à 60 ans, mais non, je ne vais pas l'arrêter à 60 ans. Mais donc, en tout cas, et là, c'est très fort, cet effet un peu, tu vois, où tu as l'impression de... Tu te dis, c'est ça, notre perspective révolutionnaire, c'est très bizarre. Bah, c'est ce que je Tu trouve. vois, c'est ça que j'aime bien en même On temps. pourrait faire, je sais pas si tu l'as fait toi, Julien, mais travailler sur, enfin tu l'as fait plus que moi, en tout cas, travailler sur les slogans. Il y a les moments des slogans au présent, et puis il y a ceux au futur en fait. Et ceux au futur, ils sont un peu dans, Bernard Noël dirait le désespoir, mais c'est pas grave en fait. On continue à être dans l'action, même si on sait qu'on a perdu. Oui, et on a beaucoup chanté pendant ces défilés là, et on a beaucoup donné d'énergie, parce que c'est ça qu'on voit aussi, la puissance d'énergie que ça crée collectivement, le slogan, quoi. Sinon, on peut chanter les chansons de nos différentes manifestations au cours de nos existences. Moi, c'est « Il était un petit ministre, qui n'avait jamais gouverné, jamais gouverné. » C'est voilà, les gros de 95. Non, oui, 95. Et puis, voilà, c'était de Vaquet au Piquet, libérer Mandela, vous avez Pasqua, tout ça sur le mode de chansons. Voilà. Ça ne rajeunit pas, quoi. Merci. Voilà, c'est je sais pas donc si jamais une question, non ouais, c'est ça, voilà, si vous voulez peut-être réagir, c'est le parmi moment. vous, il y a des personnes qui veulent poser des questions à Olivia. Je vais aller. Tu m'as dit que je devais faire Monsieur Loyal, je ferai jusqu'au bout. Voilà. Donc, merci beaucoup pour vos interventions très, très intéressantes. J'avais trois petites questions, deux pour Jean-Charles Macera et une pour Olivia Rosenthal. Alors, les deux premières, c'était... Ok. Donc vous proposiez une manière de contourner un peu le grand récit moderniste d'avant-garde, tout a été dit, etc. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre manière qui consisterait à dire que tout a été dit dans certains arts, mais dans plein d'autres arts qui sont les arts nouveaux et genres populaires, que ce soit science-fiction, policier, cinéma, séries, bande dessinée, jeux vidéo, là, au contraire, en fait, rien n'a, ou très peu a encore été dit, puisque ça vient d'apparaître à la fin du 19e siècle. Et finalement, le 20e siècle, c'est pas du tout une époque moderne, mais au contraire, c'est l'époque la plus classique qui soit, parce qu'il y a eu plein de classicisme dans les genres et les arts populaires. Voilà, donc on peut prendre une autre perspective aussi, et finalement, ce serait plus du tout la même histoire de l'art, mais tout dépend de l'art qu'on utilise. Et la deuxième petite question, c'est je me demandais sur le côté, finalement, les œuvres d'art sont mortelles parce qu'on les comprend plus au bout d'un moment. En même temps, c'est vrai qu'au niveau du sens, on perd de plus en plus, par exemple, les codes pour apprécier, je sais pas, que ce soit les peintures rupestres ou Shakespeare, etc. Mais en même temps, est-ce qu'il reste pas toujours un petit quelque chose qui serait, c'est ce que Deleuze dit, c'est pas que des concepts, l'art, c'est des percepts, et donc c'est aussi des émotions, c'est des choses voilà qu'on ressent. Ça pourrait être aussi une question pour Olivia Rosenthal sur l'empathie, etc. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait des affects? Est-ce que c'est pas quelque chose qui justement permet de dépasser les temps? Et la dernière question pour Olivia Rosenthal, c'était sur l'idée de bâtard.
est-ce que, là c'est le littéraire qui parle un peu, est-ce qu'il y a une allusion aussi à Marthe Robert, le roman du bâtard, c'est-à-dire voilà, par opposition à l'enfant trouvé qui serait rêveur, qui serait voilà, une sorte de héros romantique, le bâtard il a un petit côté réaliste, belzacien, tout ça. Est-ce qu'il y a un clin d'œil à ça ou pas? Alors il y a deux solutions. Et on sort de, soit je dis qu'on a dépassé le temps de réponse. Ça serait pas très fair-play. En même temps, si je dois vraiment répondre, la question est tellement vaste, elle est intéressante, mais je pourrais y répondre, mais dans un temps assez long. Je vais essayer de répondre très court. Alors déjà, quand j'entends que... je vous remercie pour votre question. Mais il faut bien me comprendre quand je dis... déjà, d'entendre que l'art classique a été très classique finalement au XXe siècle, j'ai envie de dire non, parce que c'est justement la période où il a été le moins classique, et il est en train de redevenir très classique. C'est la période où ont explosé les concepts de peinture, de photographie, de poésie, ce qui a donné lieu à des formes multiples qu'on a du mal à décrire. On a essayé de les nommer, les installations, les performances, des dispositifs, pour parler en termes de Deleuziens, plutôt de dispositifs. Donc, s'il y a bien une période qui a, c'est même pas explosé les codes, mais qui a complètement inversé la question, à la fin des années 60, début des années 70, par exemple dans l'art nord-américain ou un petit peu en Europe du Nord, au lieu de se poser les questions de qu'est-ce que je peux faire avec la poésie, qu'est-ce que je peux faire avec la danse, qu'est-ce que je peux faire avec la sculpture, les gens se sont dit qu'est-ce qu'il y a à dire, quelle peut être la visée et de quoi j'ai besoin. Ce qui donne, par exemple, je prends un des artistes qui me semble le plus emblématique de ça au XXe siècle, qui est mort il y a 3 ans maintenant, Vito Acconci, l'artiste nord-américain. À un moment donné, il vient en plus, lui, du champ de la poésie concrète, vraiment très classique, mais sans poésie concrète, mais extrêmement classique. Et au bout de sa démarche artistique, quelques années après, paradoxalement, c'est un des tout premiers à faire ce qu'on appelait des performances et des installations, des toutes premières installations dans le champ de l'art contemporain, en 71-72, parce qu'il se dit, pour telle question, d'abord, quelle peut être une visée artistique et de quoi j'ai besoin et pour ça. Et à un moment donné, il utilise de la vidéo, il utilise son propre corps, il fait des performances avec sa partenaire, il prend des mots, etc. Et chaque œuvre de Vito Acconci était d'une certaine manière différente dans sa forme et dans ses visées sur une échelle très courte de temps, de 10 ans. Et ce qui était très intéressant, c'est que les grands musées d'art moderne et contemporain comme le MoMA à New York, pour ne pas le nommer, ou pire, le Centre Georges Pompidou à Paris, ont mis des années à pouvoir acquérir ces œuvres parce qu'elles étaient restées dans des conceptions médiumniques et effectivement très classiques de l'art, vidéo, ils avaient essayé d'intégrer la vidéo, mais comme un seul médium. Et ils ne pouvaient pas acquérir ces œuvres parce qu'elles n'entraient plus dans les départements en question. Donc, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, vous avez raison, mais d'une manière de la pratique artistique, pas du tout. Là, je m'inscris complètement en faux. C'est la période qui a été la plus finalement classique. En revanche, aujourd'hui, on peut questionner effectivement, depuis quelques années, un vrai réactionnariat de retour à des formes extrêmement classiques, mais des formes de représentation également stables, mais qui correspondent aussi à un imaginaire très virulent. Aujourd'hui, on en voit les effets tous les jours. C'est même plus de restriction des possibles et des libertés, mais d'encadrement de ces formes qui ont fait justement exploser les cadres de l'ordre et de la représentation, parce que l'art et la littérature ont à voir aussi avec soit l'explosion des cadres de l'art et de l'ordre et de la représentation, soit leur intégration et leur reproduction. Donc, de ce point de vue-là, oui. Et j'ai envie de dire, moi, j'ai même plus envie de nommer les arts populaires ou les arts ceci, les arts cela. Il y a des démarches artistiques, il y a des choses qui font sens et qui questionnent, point. Après, qu'elles se situent dans la rue, dans un cube blanc, dehors, sur des ondes, sur du papier, peu importe. L'important, c'est qu'est-ce qui fait sens et comment on les nomme et on les classifie. Ça, c'est une vieille question. C'est une question d'archivage, c'est une question d'historiens et d'historiennes, mais ce n'est pas une question de création et ce n'est pas une question de qu'est-ce qui fait sens. Voilà. La deuxième question, je répondrai très vite avant de passer la parole à Olivia, c'était laquelle que vous m'adressiez ? C'était l'idée que... Les affects. Ouais. Alors, les affects,
Oui, mais j'ai envie de dire, c'est un peu la base. C'est pas parce qu'il y a un truc sensible ou qui fait du bien ou du mal que ça a du sens. J'ai envie de dire, c'est un peu l'huile que vous mettez dans votre moteur. Si vous avez un petit peu, vous avez de l'humour ou vous avez une manière d'écrire ou de manipuler des matériaux qui empruntent plus à la douceur ou à la vitesse, etc. Là, on est dans des affects, dans les choses extrêmement sensibles. Je veux dire, ça ne va être qu'une des composantes de la forme. Et évidemment, elle est toujours présente. Et évidemment, il n'y a pas... Je vais répondre bêtement, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais en même temps, c'est loin d'être la seule condition et c'est loin d'être le noyau dur de la création artistique. Si avec l'affect comme noyau dur de la création artistique, il n'y aurait pas de sens, il n'y aurait pas de contenu, il n'y aurait pas de visée, il n'y aurait pas de critique, il y aurait juste eu « ah, je suis bien, je ne suis pas bien ». Mais on peut être bien, je veux dire, en restant en extase devant un coucher de soleil depuis la nuit des temps, ça ne change pas, on n'a pas besoin d'art pour ça. Et pour se donner des frissons, il y a le saut à l'élastique en haut des ponts, il y a plein de ponts sympas pour faire ça. Et ça, il n'y a pas besoin non plus. Voilà. Olivier, c'est à toi de répondre. Non, après ça, c'est dur. Alors, l'histoire de Marthe Robert, moi, je ne l'ai pas relu, le livre, avant d'écrire, mais c'est vrai que je l'avais un peu en tête. Bon, c'était aussi cette idée que la littérature, elle est née... pour moi, mais peut-être c'est déjà dans le livre de Marthe Robert, je ne me souviens plus exactement comment elle formule tout ça, mais... c'est vraiment, elle est née de la bâtardise, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a que les bâtards qui sont obligés d'inventer leur généalogie, autrement dit, de raconter une histoire. Et donc c'est ça aussi l'éloge des bâtards, c'est un peu un éloge de la littérature, parce que voilà, on est bien obligé d'inventer quand on n'a pas accès à son ascendance, et donc on l'invente, on la reconstruit, et le livre raconte ça en fait. Hein. C'est aussi, comme vous dites, c'est tout à fait ça. C'est vraiment un éloge de la littérature, et j'ai en tête, d'ailleurs je crois que je cite ce texte dans Une femme sur le fil, le livre extraordinaire de Charles Dickens qui est De grandes espérances, et la scène d'ouverture qui est hyper belle, où justement c'est une histoire qui va revenir d'un homme dans la lande, etc. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment tout un truc sur la bâtardise, sur la rencontre ou non avec le père. Enfin, et c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup porté pendant très longtemps, que j'ai totalement oublié. Mais en écrivant Une femme sur le fil, ce livre est revenu. Donc je pense que cette histoire des bâtards, bon après... Donc ça, c'est la raison vraiment, on va dire, scientifique, enfin en tout cas sciences humaines. Donc je suis tout à fait dans votre... Oui, je crois beaucoup à ça. Après, il y a une raison plus personnelle qui est juste que je suis entourée de... J'aime bien dire bâtard au sens positif, hein, vous avez compris, c'est pas une insulte dans ma bouche. Je suis entourée de bâtards. Et un jour, je me suis dit, mais quand même, c'est un peu bizarre. Je remarque que tous mes proches, enfin pas tous, mais beaucoup... je découvre, d'ailleurs parce qu'ils ne le disent pas toujours, mais voilà, je découvre ça, et à un moment je me dis, bon bah là il y a quelque chose, qu'est-ce qui va, pourquoi en fait, qu'est-ce que j'ai avec ces gens, qu'est-ce qu'ils ont de particulier qui fait qu'il y a un lien très fort qui se tisse avec eux. Donc le livre, c'est aussi une manière de répondre à cette interrogation je crois qu'il y a quelque chose là dans le rapport à l'existence qui non seulement me touche, mais vraiment que j'admire en fait. Donc c'est ça que je voulais raconter. Merci. Le bâtard, c'est vrai que c'est un peu un romancier en puissance. Hein, on va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup, Olivia Rosenthal.